Petrolheads, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Petrolheads Talk que je suis très content de faire parce que c'est le premier que je fais à Bruxelles. Exactement. Et je pouvais pas avoir. Bienvenue d'ailleurs. Merci beaucoup. T'es le bienvenu. T'es comme chez toi ici. Merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir de m'avoir invité. Merci à toi. C'est ça. Très sympa les amis. On est avec Petrolheads ici présent, donc ici à Bruxelles. Bon, on s'est raté de peu au Maroc malheureusement, Ouais. mais là on a su se voir et merci beaucoup pour l'invitation, pour le petit podcast et ce que je te disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un concept très cool et j'ai hâte quoi. Let's go. Grave, ça m'a fait super plaisir d'ailleurs que tu aies écouté Merci. les autres podcasts. Et pour l'anecdote, du coup, on s'est raté au Maroc parce que je Ouais. préparais les concours pour du coup venir habiter là. Et comme vous l'avez entendu, vous l'avez sûrement reconnu avec le titre, on est avec Bruxelles Spot, Akram. Je ne Salut pouvais tout le pas monde. commencer avec quelqu'un d'autre que toi, donc bienvenue à toi dans le Petrolheads Talk. Merci, On va parler merci beaucoup. de plein de trucs et surtout aussi on va apprendre aussi à se connaître en fait à travers ce podcast parce qu'on se Ouais. connaît via Instagram depuis pas mal de temps. Mhm. Et c'est que la deuxième fois qu'on se voit en live, donc C'est ça. voilà, Donc, comme d'hab, bienvenue dans une petite conversation automobile, vous êtes en voiture, vous êtes posé chez vous, ça va parler bagnole. Ben, la première fois qu'on s'était vu, c'était à l'événement. Bon, t'as bien vu, ça partait un peu dans tous les sens et tout. Donc on n'a pas eu vraiment le temps de réellement échanger. Ouais. Et aujourd'hui, on va un peu plus discuter. Donc on va un peu, toujours dans le thème de l'automobile, bien sûr, Toujours. mais un peu plus parler dans d'autres détails, etc. Donc C'est ça. voyons voir un petit peu, les gars. En tout cas, tous les pétroliers, enfin tous les podcasts que tu fais, de toute façon, c'est un truc vraiment quali. Donc on est Merci. parti. Hein. Let's Merci. go. Ouais. Bah, du coup, toi, c'est une question que j'adore poser au début, mais un Mhm. peu, tu vas comprendre l'aspect passion de l'invité que je reçois à chaque fois. Mhm. Toi, comment t'es venue ta passion automobile? Frérot, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur, genre Ouais. où tu te dis, tu te réveilles le matin, tu as directement ce truc-là. Je pense que c'était pareil pour toi. C'est vraiment depuis tout petit. Moi, il faut savoir que je suis né en Italie. Ok. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 10 ans à peu près. Ah, ok. Et, Tu parles italien? Ouais, je parle encore italien. Ok, et tout. cool. Donc, je ne sais pas si c'est réellement l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Parce que, à vrai dire, mes souvenirs d'enfance, c'était. Genre, j'avais pas des amis ou de la famille qui avaient des grosses voitures ou quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment pas ça le truc. Mais par contre, le truc auquel je me rappelais, c'était. Tu sais, genre, des fois, je me rappelle, j'étais petit sur l'autoroute, tu croisais des Ferrari, je sais pas te dire le modèle exact, mais tu Ouais. vois une Ferrari rouge qui passe. Je me rappelle, bon, tu connais un peu l'Italie et comment c'est l'ambiance. Ouais. Je partais à l'école, je me rappelle, il y avait des darons, ils venaient avec des grosses Porsche, genre le Porsche Cayenne. C'est de là qu'il vient mon coup de cœur du Porsche Cayenne, d'ailleurs, Ok. on va en parler après. Mais genre, tu vois, c'est des petits souvenirs comme ça, un peu à gauche, à droite, qui m'ont marqué. Et je pense que c'est de là que j'ai eu, je sais pas, j'ai eu ce déclic pour les voitures. Bon, quand t'es gamin, tu joues avec les petites voitures, tu connais un peu le délire. Ouais, Donc, passer des heures à ouais, s'inventer des vies imaginaires. Ouais, c'est ça, à la c'est maison. exactement ça. Tu collectionnes un peu, tu joues. Donc, et au fur et à mesure du temps, ben, ça se développe, cette passion, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc, aujourd'hui, ben, tu croises des belles voitures, tu filmes, tu fais des vidéos. Ouais. Donc, c'est vraiment un délire où c'est une grosse passion, pardon, mais je pense pas qu'il y ait eu d'éléments déclencheurs. Je crois que c'est vraiment depuis tout petit, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, tu te rappelles même pas en fait Ouais. depuis. Et c'est connu un peu dans ta petite famille. Akram, depuis qu'il est petit, c'est les voitures. Ouais, les voitures, non, les moi, voitures, ouais, les ouais, voitures, ouais. les voitures. Moi, ouais, Ok. genre même pour te dire quand je partais au Maroc, tu vois, Ouais. genre quand je partais au Maroc, à la base c'était pour des vacances. Mais frérot, tu sais que c'est pour ça que je suis resté très longtemps là-bas, tu vois. Bon, à la base c'était vraiment petites vacances, puis je rentre. Mais quand j'ai vu l'ambiance du Maroc, les gars, parce qu'il faut en parler. Bon, Ouais. pour toi c'est peut-être normal parce que tu es de là-bas. Mais moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, bon, à cause du Covid et tout. Ouais. Mais quand j'y suis retourné, genre j'ai redécouvert le délire et je me suis dit, waouh. Il y a pas mal Il de. y a vraiment du Ouais. lourd et vraiment, les gars, le Maroc, c'est exceptionnel. Donc, ce qui se passe niveau caisse, niveau contenu, etc. Donc, c'était vraiment un truc de fou. Et je regardais déjà tes vidéos et tout. Donc, je me disais, putain, c'est cool. Mais quand j'étais voir ça en Ouais. IRL, Ouais. avec l'ambiance et tout, que les proprios dégagent et tout, je me dis, putain, mais c'est Ouais, un sale truc. Surtout que tu es parti en été, donc en général il y a plus de Ouais. voitures et il y avait pu avoir les sorties de punch qu'on embrasse d'ailleurs C'est sur ça, le c'est podcast. ça. Punch, très sympa, très bonne rencontre aussi. Ouais. Donc, c'était vraiment le top. Et c'est de là, en fait, je me suis dit, attends, faut pas que je rentre sans avoir fait du contenu, parce Ouais. qu'il faut partager un peu cette ambiance. Bon, je reste d'origine marocaine, donc c'était une très grosse fierté pour moi de proposer ce genre de contenu, tu vois. Ouais. Ça se ressentait à travers les vidéos. Ouais, tu non, vois, ça se c'était- ressentait que tu étais en pleine découverte, ça faisait plaisir. C'était un pur plaisir parce que tu vas le ressentir aussi ici quand tu vas faire des vidéos, etc. Tu vas voir un petit peu l'ambiance ici à Bruxelles, en Belgique et tout. Moi, c'était pareil au Maroc, mais au Maroc, c'était genre x10 parce que tu te dis, c'est ton pays un peu d'origine où, Ouais. où tu sais qu'au départ, il n'y avait pas autant de belles voitures, etc. Et quand tu vois qu'il y a des jeunes qui sortent des belles caisses, tu fais des belles rencontres et tout, et c'est des gens qui sont passionnés, ouverts à une discussion, ouverts à une vidéo présentation, tu te dis, putain, mais quel monde de Grave, fou. grave. Et Genre surtout, l'évolution, c'est elle est assez- dingue. Hein. C'est assez varié en plus de Ouais. ce que j'ai vu. Tu as pu aller de la Continental GT, on embrasse Ouais. le proprio d'ailleurs si Ouais. cette vidéo, à la Très E63, sympa, ouais. à la E63 avec Soufiane, tu as C'est ça. rencontré un peu le C'est ça. personnage, Mais comment il vit sa passion. La à fond aussi. Continental GT, pour la petite anecdote, moi, Ouais. je pense que tu connais très bien le proprio. Mhm. Très sympa d'ailleurs, je le passe le bonjour. Ben, on devait filmer la SLS parce qu'il y a Ouais. une très belle SLS.
Et donc moi j'étais vraiment très très short niveau timing parce que c'était des vacances, mais voilà, tu sais, des fois je devais dire à mes parents, voilà, je dois partir pour filmer, etc. Donc bon, en principe, les gars, quand vous êtes en vacances, le but c'est de profiter avec la famille, surtout que ça faisait plusieurs années, j'ai pas été voir tout le monde, etc. Donc c'est vraiment le délire. Donc tu dois vraiment t'éclipser, partir. Et avec le proprio de la Bentley, ben, on devait filmer la SLS. Et puis il m'envoie un message, il me dit putain, désolé, mais on doit annuler cette date, etc. etc. Et tu vois, j'étais un peu, je me suis dit putain, dommage, c'était une SLS, c'était une putain de caisse. Et c'est un truc de fou. Puis après, il me dit, mais non, tu sais quoi, j'ai encore quelques caisses, parce qu'il a une belle collection. Il m'a dit, si tu veux, on fait la Continental GT, tu vois. Et genre, c'est là où je me suis dit, putain, c'est vraiment quelqu'un. Il a tenu parole jusqu'au bout. Il m'a dit, ben, on va se voir demain, on va faire la vidéo. Et finalement, ben, la vidéo se trouve sur la chaîne. Très très bonne vidéo et très sympa. Ça fait partie des proprios qui ont, comme tu as dit, une très belle collection, qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui vraiment, dès qu'il l'a, tu sens que le gars, genre, il est là pour partager, partager les étoiles dans les yeux. Et tu sais que pour l'anecdote, c'est hyper drôle parce que je devais faire la SLS avec lui aussi pendant très longtemps. Ça s'est tiré sur plus d'1 an. Et un jour, de nulle part, j'étais en période d'examen, je sais même pas ce que je faisais, j'étais dans mon lit en pyjama. Et il m'appelle, il me dit, je sors la voiture, est-ce que tu peux être là dans 20 minutes? Tu vois? Et moi je lui dis, oui, bien sûr, alors que ma GoPro elle est pas chargée, rien du tout. Et au final, on a fait la Continental GT, comme ça aussi. Non, c'était une très très bonne rencontre, bon, parmi tant d'autres. Soufiane aussi, c'était fou. Soufiane, moi, ça m'a fait rire, vraiment. Ça m'a fait rire. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais à travers la vidéo, tu sais que tout le monde me disait, frérot, mais tu le connaissais depuis combien de temps? On dirait qu'on se connaissait depuis des années, alors que le gars, je l'ai rencontré une fois. Mais le mood est tellement passé et il a une folie. Non, c'était vraiment top et j'en tire que des très bons souvenirs. Vraiment, c'était comme tu as entendu avec le podcast qu'on avait fait avec l'affaire Cool Drives, au final, un truc qui est hyper cool, et je sais pas si tu ressens ça aussi à travers les essais, mais c'est les rencontres que tu fais en fait petit à petit. Bien sûr. C'est toujours des rencontres. Il y a des gens qui deviennent vraiment tes amis, tu connaissais même pas, votre seul lien c'est l'automobile. C'est ça. C'est ce que hier encore j'ai eu cette discussion avec un ami. Où on parlait un petit peu, on discutait un petit peu de l'événement là qu'on a fait où tu étais passé donc, ici à Bruxelles pour Select Auto. Et justement, on parlait de ça et on se disait, mais attends, je sais pas si tu réalises, mais il y avait 1800 personnes. Ils ont arrêté de compter à 1800, c'est-à-dire qu'il y avait bien plus. 1800 personnes. Et le truc que je me disais, c'était vraiment, tu sais que toutes ces personnes qui étaient là, tous ces passionnés-là, c'est vraiment parti d'un réseau, tu vois. Genre, c'est vraiment parti d'Instagram, YouTube. Donc, c'est vraiment… Aujourd'hui, bon, mon entourage, mes amis, certes, tu as les amis un peu d'enfance, les amis que tu as rencontrés à l'école, que tu as rencontrés au foot, dans des sorties, etc. Donc, c'est un cercle d'amis où tu t'envoies un message, tu parles, tu vas boire un verre, c'est fait. Puis, tu as un autre cercle d'amis que tu as développé dans les réseaux. Tu as l'impression, le gars, tu le connais depuis des années. Grave. Les amis voiture, j'appelle ça les amis voiture. Mais c'est un truc de fou. Tu arrives, tu as des anecdotes à raconter, tu parles old-timer, tu te rappelles ce modèle, j'ai une anecdote, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Et cette passion, en fait, comme je dis toujours, faut vraiment vivre dans l'ambiance, vivre dans le truc pour sentir à 100% l'ambiance que c'est, tu vois, et le truc que c'est, tu vois. Parce que de l'extérieur, il y en a qui se posent un peu la question. Désolé, je t'ai coupé un peu. Mais il y en a qui se posent un peu la question, ils se disent, mais attends, c'est que des caisses qui se passent, tu vois. Mais frérot, c'est tout un truc, un monde qu'il y a autour et une vibe. Vraiment, c'est à vivre, quoi. Et surtout, et par rapport à la voiture aussi, des fois, je sais que quand t'es pas dedans, tu peux avoir des espèces d'a priori sur si le gars est roulant, l'exemple typique, Lambo jaune, 400 Ferrari rouge, des choses comme ça. Tu sais pas vraiment ce qui se cache derrière la personne. Mais des fois, tu rencontres des gens hyper inspirants, hyper motivants, comme Emmanuel qui était là. Très collection de fous, qui partage tout à bras grands ouverts. Donc ça bien sûr. L'une des plus belles collections, si ce n'est la plus belle collection pour moi ici en Belgique. Et c'est quelqu'un de hyper sympa qui prend le temps de discuter avec toi, etc. Bon, je pense que tu as bien discuté avec lui lors de l'événement. Rapidement, mais c'était. Perso, c'est quelqu'un qui me motive énormément à travers la gentillesse et tout ça. Voilà, mis à part la gentillesse, personne très très humble et qui tire vraiment les jeunes vers le haut. Et pareil aussi, je ne sais pas si tu dois certainement connaître Oul Fatmo, qui était venu au Maroc aussi avec la SVJ. J'avais raté. Que j'ai filmé avec lui, moi aussi, je l'ai raté au Maroc. Mais c'était tellement short, c'était compliqué. Mais lui aussi, pareil, à l'époque, j'ai filmé la pista. Et bon, là, on divague un peu dans des questions. Non, mais c'est le but, de toute façon, on va vraiment c'est un peu le délire. Mais j'avais filmé avec lui la pista à l'époque. Et c'était pour moi ma première grosse supercar. Moi, la pista, il faut savoir que c'est ma voiture de rêve, tu vois. Genre, particulièrement la pista, ta voiture de rêve aujourd'hui. 488 pista. Et je dirais plus particulièrement sa config. Genre aujourd'hui, j'ai les moyens, je peux lui dire, s'il te plaît, tu me la vends. Hein. Genre, j'aimerais bien l'avoir, je veux que celle-là, tu vois. Jaune, bande noire ou blanche? Non, jaune, bande bleue. Bande bleue, ok. Je t'enverrai des photos si tu sais les mettre aussi pour les abonnés. Donc jaune, bande bleue, donc bleutée. L'extérieur, donc le carbone qui est en bleu. L'intérieur, l'Alcantara qui est bleu. Et carbone mat noir.
avec bien sûr donc, les harnais jaunes, les surpiqûres jaunes. Non, c'était vraiment une config, les gars. Pour moi, il n'y a pas plus belle config pour une 488 Pista. Et ça pour moi, un truc de ouf pour toi, genre t'as conduit ta voiture de rêve, c'était vraiment ça le délire. En fait, moi je me suis dit, waouh, quelle folie, genre c'était la première grosse supercar. Et on a fait ça via, encore une fois, tu vois, c'est les rencontres, c'est un truc de fou. Ouais. On a fait ça via un ami, tu dois certainement connaître, avant il était beaucoup plus présent sur les réseaux. Bafod, je sais pas si tu connaissais. Ah oui. C'était un très bon pote. Bon, maintenant il s'est un peu retiré, mais il est toujours là, vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'il doit voir ce podcast du coup. Ouais, certainement, sur ça. Petite dédicace à lui. Et c'est via lui que ça s'est fait cette vidéo-là, parce que il le connaît très bien. Et moi, il savait que c'était ma voiture de rêve, donc quand on a filmé ça, et je l'ai même dit au proprio, j'ai dit, sache que cette vidéo-là, c'est vraiment allez, mis à part proposer du contenu, parce que voilà, le but ici, c'est de filmer et partager ça avec vous, mais c'était aussi un accomplissement pour moi, tu vois. C'est vraiment, tu te dis, putain, t'es dans ta voiture de rêve que tu filmes avec un proprio très sympa, et cette phrase, cette phrase en fait que je me rappelle toujours qu'il m'avait dit, il m'avait dit, ça peut pas rester qu'un rêve, tu vois. Genre ça reste accessible, et de là, genre, on était parti sur une petite discussion, etc. Il m'a dit, ça peut pas rester un rêve, tu vois. Genre aujourd'hui, tu as fait le rêve, entre guillemets, de la filmer, tu es monté dedans, tu as goûté au truc. Maintenant, il faut passer le cap pour l'avoir un jour, tu vois. C'est ça. Tu as littéralement touché ton rêve du bout des doigts. Ouais, non, là, c'est vraiment un truc. Après, voilà, bon, c'est très bien. C'est des personnes qui ont travaillé énormément. C'est des personnes qui, pour moi, c'est des exemples, des très grands exemples. Mis à part l'automobile et leur très belle collection qu'ils ont, que ce soit les Vigie, la Pista, mis à part ça, c'est des personnes où, humainement, ils sont très riches, donc ils ont beaucoup de valeur et qui te donnent envie d'aller de l'avant. Parce que pour moi, comme je dis toujours, que ce soit Emmanuel ou bien Wolf Atmos, c'est des exemples, tu vois. Grave. C'est des exemples, des grands frères, on va dire. Genre, si j'arrive à ce stade-là plus tard, putain, tu te dis waouh. Tu les auras en tête, genre tu sauras qu'ils t'ont un peu. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Mais justement, j'ai hyper l'impression qu'en Belgique, enfin pour ceux qui partagent, c'est hyper bienveillant quand on partage. J'ai rarement vu quelqu'un qui partageait ça dans le but frimeur ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je suis là depuis un mois, même pas. Non, mais ici, c'est vrai ce que tu dis, ça c'est vrai. Mais après, c'est purement de la passion, tu vois. Il y a certainement des personnes qui partagent ça un peu dans le style, comme tu as dit, frimeur, etc. Bon, après, ça se ressent très rapidement, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais ici, le but, c'est vraiment de donner une bonne image de cette passion, tu vois. C'est vraiment allez, je sais pas, tu connais un peu, tu dois certainement très bien connaître les oldtimers, j'avais vu ton podcast là-dessus, mais je sais pas, moi par exemple, tu me ramènes une Golf 3 VR6, frérot, tu sais, je kiffe, je dirais pas autant qu'une Pista parce que c'est pas le même délire, mais je kifferais autant que si tu me ramènes un RS3 limité, tu vois, pour moi c'est la même folie. Genre, je sais pas, tu vois une M3 30 par contre, une M3 30, c'est comme si tu me ramènes une 488, tu vois. Genre, pour moi c'est une légende, c'est un truc de fou. Et je sais pas, c'est un peu cette ambiance-là où ici, les gens ils kiffent un peu tout type de véhicule. Et ouais, comme tu as dit, il n'y a pas trop de style frimeur, c'est plutôt de la passion pure et simple, où tout le monde kiffe et on est là, quoi, tu vois. Et surtout que j'ai l'impression qu'il y a de grosses collections en Belgique. Je sais qu'il y a de grosses collections en Belgique. Très grosses collections. Hyper variées, que ce soit les oldtimers, des récentes. C'est ça, des récentes, des supercars ou même des voitures de course, genre des Porsche 917, des trucs comme ça qui ont couru Le Mans. Il y a de très grosses collections. Malheureusement, on ne peut pas toutes les filmer des fois, mais j'en ai déjà visité quelques-unes. J'avais visité une collection qui m'avait vraiment fort marqué. J'avais partagé ça sur Insta. Et c'était une collection full Mercedes. Mais frérot, tu rentres. Déjà tu es choqué par l'état des véhicules. Donc, imaginons, tu t'y connais pas. Moi, je ne suis pas un expert dans les oldtimers, mais imaginons que tu ne t'y connais pas réellement dans les oldtimers. Tu rentres rien que l'état des véhicules et tu vois que c'est des anciennes, tu dis putain, genre il y a du boulot là-dedans. Même les voir ensemble, c'est ça, la vibe qu'il y a autour et tout. C'était un dépôt, pour te dire, moi, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est genre sur un coin, je me rappelle, il y avait 3 2,5 litres 16. Donc il y avait 2 Evo 1 et une Evo 2. La Evo 2, les gars, elle avait 45 000 km. C'est rien du tout. C'est neuf pour une voiture allemande. C'est ça, une Evo 2, les gars, pour rappel, ça c'est dans les 150, 170 jusqu'à 200 000 euros. Et là, le gars, il avait 3 2,5 16, il avait des E500, il avait. Frérot, c'était un truc de fou. Ce que j'aime bien dans ce genre de truc, c'est dans ce genre de collection et de découverte, c'est l'histoire qu'il y a derrière. C'est ça. Chaque achat de la voiture. C'est exactement ça. Mais moi, j'ai discuté, pour la petite anecdote, parce que j'ai discuté un petit peu avec le proprio. Et pareil, très sympa. Et bon, de base, il fait pas ce genre d'événement. Moi, c'était vraiment par chance, encore une fois, c'est avec un ami. C'est un gars qui était avec moi en classe, en cours, et il savait que je suis un crack pour les voitures, tu vois. Et il m'a dit ouais frérot, j'ai un pote à moi, un ami à la famille, etc. C'est une personne âgée, tu vois. Il a une putain de collection. Tu sais, au début, moi je le croyais pas. Moi quand il m'a annoncé ça, genre il a 3 2,5 litres 16, je me suis dit putain mais attends, 3 2,5 litres 16, genre rien qu'en avoir une, il faut y aller, tu vois.
Et finalement, un jour comme ça, ben, il m'appelle, il me dit frérot, aujourd'hui, il ouvre sa collection, il fait comme un petit drink entre amis, tu vois, une petite matinée entre amis. C'est l'occasion jamais. Voilà, c'est ça. Il m'a dit tu veux qu'on y aille? Je lui ai dit let's go, viens, on y va. Je suis parti, c'était réel, tu vois, c'était un truc de fou. Et j'ai discuté un peu avec le proprio et ça s'est fait vraiment. Il m'a dit, je pense, si je ne me trompe pas, hein, il a commencé la collection en 2008. Mais genre, quand tu vois l'état de la collection, tu te dis putain, en 2008, enfin en si peu d'années, rassembler autant de belles voitures et dans un très bon état et faible kilométrage, il faut y aller. Hein. Parce que ça court pas les rues. Ouais. Et il a eu vraiment, il a eu le flair parce qu'on commençait en 2008, c'était à l'époque où ça n'avait pas encore explosé de ouf par rapport à maintenant. C'est ça. Non, il a eu de très très belles pièces. Et d'ailleurs, oui, pour la petite anecdote, il y avait une. Putain, moi, je vais me faire matraquer dans les commentaires, les gars. Non, mais tranquille. Mais je confonds souvent. Putain, on comprend. Mais je confonds souvent le modèle. Mais je sais qu'il y avait, si je me trompe pas. Je ne vais pas te dire de bêtises, hein, je t'enverrai une photo. Ouais. Mais il y avait un des modèles, il m'avait dit qu'il l'avait racheté à un gros baron, c'était un gros trafiquant hollandais de l'époque, genre des années, je pense, si je ne me trompe pas, des années 80. Et il lui avait racheté cette voiture. Et là, maintenant, il l'a dans sa collection. Genre, c'était une petite voiture qui avait son histoire parce que genre, elle appartenait à un gros personnage de l'époque. Et quand tu vois la voiture qui est là comme ça, c'est là que tu te dis, putain, sache que dans ce coffre-là, il y avait des folies, tu vois. Ouais, que ce soit des armes ou il y avait des dingueries. Grave. C'est ce que j'aime. Moi, j'aime beaucoup ça dans les voitures anciennes, c'est qu'elles ont vraiment souvent une histoire à raconter. Ouais. Et c'est très attachant. Ouais, mis à part l'histoire, moi comme je dis, les oldtimers, c'est des voitures qui vivent, tu vois. Grave. Certes, c'est des voitures des fois qui sont capricieuses ou je sais pas moi. Allez, peut-être elles te font des petits bruits ou des fois, je sais pas, moi je veux pas démarrer ou comme c'est une voiture qui vit avec son temps, tu vois. Donc ça devient, faut en prendre soin, tu vois. C'est une ancienne quoi. Ouais. En plus, j'ai l'impression que, enfin, je dis toujours j'ai l'impression parce qu'encore une fois, je vois les choses de loin. Ouais, tu découvres tout doucement ici. Il y a pas mal d'événements en Belgique un peu pour les passionnés au fur et à mesure d'années. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance à l'événement de Select Auto parce que c'est pas quelque chose qui arrive aussi souvent, un événement aussi gros. Ouais. Mais du coup, toi, comment un passionné, par exemple comme toi, vit sa passion au quotidien? Parce qu'on voit sur Instagram, tu partages souvent des petites sorties nocturnes, des petits rassos à la station d'essence, des petits rassos comme ça. Donc ça m'a rappelé un peu ce qui se passe au Maroc, mais du coup, de tes yeux à toi, comment tu vois ton quotidien avec d'autres petits groupes? En fait, à vrai dire, tu vois, les petites sorties, je pense que c'est pareil même chez vous au Maroc. Hein. Les petites soirées à la station essence, genre à l'Use et tout ça. Des fois, je reçois souvent des messages, frérot, préviens quand vous êtes là et tout. Ouais, grave. Mais il faut savoir que ça se passe réellement, vraiment en quelques minutes, à la dernière minute. C'est genre, à la base, quand la station était ouverte, déjà on a eu la chance parce que moi, en fait, le gars de la station, je connaissais les proprios qu'ils avaient rachetés, je les connaissais et de là, eux-mêmes ont kiffé ce délire-là. En fait, pour te dire, tellement ce tuning a marqué cet endroit que eux-mêmes, ils m'avaient, c'était via encore un autre pote qui me connaissait et eux, ils cherchaient quelqu'un qui gérait un peu leur page Insta, tu vois. Okay. Et c'est une page Insta d'une station essence. Moi, je dis à mon pote, ouais, let's go, pourquoi pas. Il me dit, tu sais quoi, je vais lui donner ton numéro, il va t'appeler, vous allez discuter ça dans les détails. Il m'appelle, on en parle, c'était le soir comme ça. Il me dit, ouais, c'est très bien un peu ce que vous faites et tout. Tu sais, moi, dans ma tête, je me suis dit, tout le tuning qu'on fait à la station essence, il va sûrement, tu vois. Te dire, genre, c'est cool, mais doucement. Mais calme, quoi, tu vois. Non, il me dit, putain, c'est lourd ce que vous faites et tout. Et j'aimerais bien justement que ça soit une station essence symbolique, entre guillemets. Déjà, pour nous, c'était symbolique parce que c'était le lieu de rendez-vous, tu vois. Tu te dis, tout le monde à la Q8 Louise, tout le monde sait où c'est. Et là, il me dit, tu sais quoi, j'ai envie qu'on crée un Insta, mais faire un truc où on va pas parler genre des produits ou des réductions sur les chips, où aujourd'hui tu as, je sais pas moi, un café, le truc offert ou un chocolat offert. Non, on va pas faire ça, mais on va plutôt mettre des photos de toutes les grosses voitures qui passent ici. Moi, dans ma tête, je me dis, putain, quelle folie, genre t'as le feu vert du proprio de la station essence, let's go quoi. Et ça a commencé un peu, enfin c'était déjà, on se voyait beaucoup à la station essence, mais suite à ça, ça a encore augmenté, les gens y venaient. On se regroupait de temps en temps, c'était souvent les vendredis soirs. Vraiment, on se regroupait à la dernière seconde. Et comme c'est un axe principal où, genre, des fois, tu as des potes qui rentrent du boulot, ils passent par là, ils voient qu'il y a du monde, ils font demi-tour. Petite conversation rapide pour 15 minutes, tu restes là 2 heures à refaire le monde automobile. Toujours, exactement. On est là, on reste 2 heures. Puis après, on se dit, bon, les gars, on fait quoi? On va aller rouler un peu. On prend le ring, on fait notre petit circuit, on roule un peu, on s'arrête, on prend un McDo. Et voilà, tu vois, donc c'est vraiment les petites sorties. Mais ça se fait vraiment à la dernière seconde. C'est genre, t'as un pote qui est là, qui passe, ou bien tu le croises au feu rouge. Frérot, viens, on va s'arrêter à la pompe, on discute, on boit un petit café. Tu vois, c'était réellement comme ça. Et c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, ça s'est fermé malheureusement. Donc, ils ont arrêté ça.
Bon, les gars, c'est les petits plaisirs du passionné pour moi. Je trouve ce genre de petites sorties comme ça. Exactement. Ouais, c'est vraiment. Bon, aujourd'hui, malheureusement, c'est fermé à cause de. Voilà, c'est les décisions de la ville, tout simplement. Donc, ça ne dépendait pas des proprios, quoi. Donc, vraiment, les proprios, ils kiffaient l'esprit. Donc, ce n'était pas sur ce point-là. Ouais. Mais ils ont un autre projet à faire, là, sur le gros boulevard. Donc, malheureusement, ils ont dû fermer. Mais en tout cas, j'en garde que des bons souvenirs. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, on se capte là-bas. Ouais. Parce que, bon, c'est vrai que tu n'as plus d'essence, tu ne peux plus mettre d'essence. Mais tu as encore le spot qui est là, tu vois. Et tu as toujours cette image, un peu, la station d'essence. Et ça reste nostalgique, comme tu as dit. Donc, grave. C'était que des bons souvenirs, quoi. Grave. Bah, du coup, c'est cool de voir qu'il y a une espèce de communauté à Bruxelles aussi. Mais pour te dire, jusqu'à un proprio. Bon, c'est vrai qu'il était un petit peu passionné aussi parce qu'ils avaient des belles caisses aussi. Mais jusqu'à quelqu'un que son business, c'est une station essence et qui te dit frérot, ramène tes potes, let's go, faites des photos, faites des vidéos, kiffez votre vie. Ouais. Frérot, c'est pour te dire que ça touche tout le monde, tu vois. C'est trop cool. Vraiment, ça touche tout le monde, cette passion. C'est comme la station Shell à Casa, j'imagine que tu as bien vu voir le petit rond-point qui est devenu genre le repère de. Mais le jour que j'ai rencontré Punch, c'était là le lieu de rendez-vous. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on a fait le départ là-bas et le retour, on l'a fait là. Et ça m'a fait tilt. Je lui ai dit putain, mais c'est exactement comme chez nous, tu vois. Ouais. Et même quand je voyais les spots, mais tes vidéos là, quand tu avais fait le Ramadan, je pense, c'était là-bas ce que tu croisais là-bas. Non, c'était fou ce qui se passait cette année-là. Et je pense vraiment que le Ramadan, juste après la pandémie, ça a été un facteur déclenchant, encore plus. C'était violent. Parce que personne s'attendait à voir. Les gens sortir et tout, et on n'a jamais vu une concentration de supercars comme ça. Non, c'était un truc de dingue. Bon, malheureusement, pour moi, c'est hyper compliqué d'y aller parce que c'était encore la période où on est en pleine année, c'est pas encore je me rappelle que tu devais venir, même l'été d'avant. Même l'été d'avant, je devais venir, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Mais ouais, quand je regardais, mais rien qu'à travers tes vidéos et les stories, etc., je me disais, waouh, l'ambiance que c'est. Ouais, c'était quelque chose. Mais c'est bien, je trouve que grâce au réseau, ça permet à la communauté de se développer, à la passion de se développer aussi au Maroc. Et je pense qu'en Belgique, ça a dû être pareil par rapport aux propriétaires qui comprennent plus un peu cette optique de partage, cette optique qu'on n'est pas là pour faire du voyeurisme ou du show-off, plus du partage de passion tout court. Il y a quelques années, c'était pas réellement ça. Hein. Avant, il y avait des spotters. Ouais. Moi, ça doit faire quoi maintenant, je pense. J'allais te poser la question. 3 ans à peu près. Te dire comment tu as commencé, comment tu as eu le déclic le déclic, attends, on va commencer à l'heure des débuts. Vas-y, ouais. Le déclic, tu vas rigoler, hein, mais j'ai un très bon ami à moi que lui avait une page, là, c'est Mercedes Passion, je ne sais pas si tu connais. Mercedes Passion. Très grosse page, elle a plus de 350 000, 370 000 abonnés. Okay. C'était une grosse page. Et tu vois, son travail, j'admirais son travail parce qu'il faisait du daily post et c'est genre 3 posts par jour qu'il faisait, tu vois. Ok. Et du boulot. Toi, tu connais un peu, tu es dans le délire et tout ça, donc tu sais déjà des fois poster une vidéo, poster une photo ou un réel, c'est du travail. Mais là, 3 par jour, etc. Donc je kiffais le délire et tout. Et tu sais, on reste toujours des passionnés. Et moi, à chaque fois que je croisais des belles voitures, je les prenais en photo, tu vois. Ouais. Et au départ, mon cercle d'amis, c'était pas trop les passionnés, tu vois. C'était vraiment mes potes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment mes potes d'école ou mes potes quand tu fais des petites sorties, tu vas en ville ou tu fais un petit tour avec des potes. Mais je croisais des belles voitures et je les prenais en photo. Et ça restait dans mon téléphone, tu vois. Et cet été-là, mon pote qui a cette page-là, parce qu'il vit à l'étranger, il est venu ici en Belgique. Et entre guillemets, disons que c'était un peu mon pote qui était dans le même délire que moi. Ça veut dire qu'on sortait et on kiffait les caisses. Ouais. Donc de là, let's go. On s'est dit, tu sais quoi frère, viens, on fait une petite sortie, on va voir un peu ce qui se passe, etc. Ouais. Genre pour une fois, tu peux partager exprimer et partager à 100% de tes découvertes. Quoi. Et du coup, on est parti. Et moi, je fais des photos et tout. Et à un moment donné, même lui faisait plus de photos que moi. Mais lui, dans sa tête, en fait, c'est une page de repost. Ça veut dire qu'il avait déjà énormément de stock de contenu, tu vois. Et moi, j'avais aussi beaucoup de photos ici à Bruxelles de spots que j'ai fait. Et lui, pareil. Et après, il me disait, frérot, si tu veux, je t'envoie tes photos, des photos que j'ai là. Je dis, mais qu'est-ce que j'en fais quoi, tu vois? Même moi, j'avais beaucoup de photos et tout, genre ça se cumulait au fur et à mesure. Parce que tu voyais des belles configs et ça bougeait, tu vois. Et bon, après, on commence à réfléchir et tout. Puis après, il me dit, mais pourquoi tu fais pas une page comme moi et tout? Moi, dans ma tête, je me disais, il y a beaucoup de car spotters, tu vois. Il y avait déjà, même à l'époque, il y avait pas mal de car spotters ici en Belgique et à Bruxelles aussi. Et faire un peu la même chose que les autres, je me sentais pas trop le faire, tu vois, du car spotting tout simplement. Et c'est de là où lui, en fait, je me suis dit, mais attends, mais toi, qu'est-ce que tu fais Il m'a dit, moi, je fais du repost et tout, on parlait et tout. Et je dis, putain, mais tu sais quoi, pourquoi pas faire du repost, mais genre les voitures de Bruxelles, tu vois. Et c'est de là où partit l'idée Bruxelles Spot, tu vois. Faire du repost, ça veut dire qu'il y avait mes photos à moi, c'est vrai que principalement, c'est beaucoup de photos à moi qui vont faire par moi.
Et il y avait des photos à lui parce que lui aussi il avait énormément. Et puis après il y avait des amis à moi, il y avait 2-3 potes dès qu'ils croisaient des belles voitures. Donc au début c'était un petit cercle, genre les quelques amis proches qui avaient des belles photos. Puis après frérot c'est parti très loin. Ouais, parce que maintenant c'est devenu j'imagine un automatisme pour tout spotter à BX. Dès qu'il spot un truc, on te tag pour que tu repostes. C'est ça, il y en a beaucoup qui dès qu'ils croisent une belle voiture, ils me taguent, ils m'envoient ça. Donc c'est vraiment un truc où même moi je ne m'attendais pas, tu vois. Mais parce que, en fait, je me suis dit, il y a déjà des bons spotters qui sont bons dans le domaine, qui font de très belles photos. Moi, me mettre dedans, je viens de commencer, frérot. Tu vois ce que je veux dire, il faut être réaliste, tu vois. Après, il y a car spotting et il y a photographe, automobile, c'est différent de ouf. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, au début, je sais qu'il y avait des très bons spotters. Et au fur et à mesure, j'en parlais. J'en ai même parlé à eux. Je me suis dit, les gars, ça vous dérange si je prends un peu vos photos? Mais bien sûr, je vous tag et tout. Hein, mais tu sais, des fois, c'est délicat de prendre une photo de quelqu'un. J'ai toujours préféré être transparent. Les gars, si ça vous dérange pas, j'ai un petit compte, on essaye, tu vois. Moi, mon but, c'est de partager, tu vois. Ils me disaient, let's go, frère, fais-toi plaisir. Et donc, ils m'ont envoyé quelques photos. Et désolé, ils m'ont envoyé quelques photos et tout. Et je ripostais au fur et à mesure. Et tu vois, ça commençait à prendre. Et ce qui était sympa, c'est que tout le monde participait un petit peu au projet, tu vois. Donc, que ça soit toi, on va dire que tu croises une belle voiture, tu m'envoies des photos, je riposte, je partage, ça crée de l'interaction. Et des fois, ce qui était fou, c'est que tu tombais sur le proprio, que lui voit sa voiture et qu'il t'envoie d'autres photos. Après, c'était un truc où genre… C'est là où tu te dis, ah, il y a quelque chose qui se passe. Là, ouais, exactement. C'est exactement ça. Mais c'est réellement de là que ça a commencé. Et c'était là, en fait, l'idée principale. Bon, aujourd'hui, ça s'est un peu plus développé où je prends plus de temps à faire moi-même beaucoup de belles photos, mais je reste toujours dans le délire du repost, tu vois. Plus en story, mais même dans les posts sur Instagram, simplement les publications, je le fais aussi, tu vois. Des fois, quand il y a des photos qui sortent du lot et tout, je le fais encore. Ok. Et du coup, tu t'es installé petit à petit sur Instagram, tu as eu tes repères, on va dire, sur Instagram, entre le repost, tes photos, tout ça. Le gros déclic aussi, c'est YouTube maintenant, parce que ton activité principale, c'est, enfin, on va dire celle qui te demande le plus de temps, le plus d'énergie, c'est YouTube, les vidéos YouTube. Et comment tu as eu ce déclic-là aussi de YouTube? Comment tu t'es dit, je vais passer… Frère, YouTube, c'était vraiment en période Covid. C'était vraiment la période où on est tous chez nous à la maison. Et tout ce que tu fais, tu regardes des vidéos YouTube, tu vois. Et moi, je me rappelle à ce moment-là, et je regarde beaucoup de contenu auto. Là, tantôt, on en parlait justement sur Alpha Delta, etc. Et à l'époque, c'était vraiment je regardais beaucoup Akram Junior, tu vois. Akram Junior, je regardais énormément, GMK pareil. Et la période Covid, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Akram sortait beaucoup de vidéos, tu vois. Genre, il en profitait, il sortait beaucoup de contenu et ça permettait aussi, bon, c'est bien, la première vague du truc, là, du confinement, c'était compliqué, personne sortait et tout. Donc, ça permettait un petit peu d'animer le truc. Et je me rappelle, il était fort actif, tu vois. Et moi, je regardais tout le temps, je regarde. Et là, sur mon Insta, ça va, ça commençait à devenir intéressant. J'avais, je crois, 3000, 4000 abonnés. Et déjà, pour moi, c'était le summum, tu vois. Je me disais, wow, c'est incroyable. 3000 passionnés, genre des personnes qui sont dans le même délire que toi. Et je kiffais, tu vois. Et au fur et à mesure que je regardais les vidéos, bon, t'avais le Covid, et tu sais, frérot, le Covid, t'es là, tu sais, t'as tellement de temps où t'as rien à faire, où tu regardes tes vidéos, des fois tu réfléchis aussi à, entre guillemets, qu'est-ce que tu vas faire, les idées, qu'est-ce que tu peux faire, niveau contenu, frérot, le spotting, ça devenait mort. Ça va tellement vite. Que ce soit un niveau réseau, ça va très vite, et tu dois vraiment varier, etc. Mais le spotting, avec du confinement, c'était devenu mort, et t'avais plus grand-chose à proposer, tu vois. Malgré le stock que j'avais, il n'y avait pas grand-chose. Donc, à un moment donné, je me posais des questions, je me disais, mais attends, là, ça a très bien marché, mais est-ce que je m'arrête là à faire des photos, proposer du contenu comme ça, des photos, ou continuer un plus gros truc, tu vois? Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours kiffé un peu cet esprit YouTube, tu vois, ce délire YouTube. Et en regardant les vidéos d'Akram, je me dis, mais attends, il y a Akram qui fait ça très bien en France. En Belgique, la preuve, j'ai eu 3000 abonnés en quelques temps. Je me dis, mais pourquoi pas proposer ça ici en Belgique? Il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Il n'y avait pas, je te coupe, il n'y avait pas de… on va dire à part les gros noms, les grosses têtes, comme par exemple Pog, il n'y avait pas encore de passionnés lambda qui partageaient un peu leur… J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'en connaissais pas. J'en connaissais pas, mais bien sûr Pog, c'est une référence. Lui, c'est un autre délire. Lui, c'est vraiment du contenu auto, mais en même temps divertissement. Donc c'est vraiment hyper fun quand tu regardes grosse production et tout. Voilà, quand tu regardes ces vidéos, c'est hyper fun, très bien travaillé et tout. Et je kiffais ça, tu vois. Mais non, bien sûr, il y avait Pog et tout. Moi, il y avait que Pog que je connaissais, mais encore une fois, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je ne sais pas si on avait d'autres qui faisaient, peut-être que je ne connaissais pas ou autre, certainement. Mais en tout cas, moi, on va dire l'élément déclencheur, ça a été plutôt Akram, tu vois. Donc en regardant ces vidéos, c'est ça qui m'a réellement donné envie. Et au début, tu sais, t'oses pas trop, tu vois. Tu te dis, mais attends, comment je vais filmer, voir les voitures, etc. Et je me rappelle encore, comme si c'était hier, hein. J'envoie quelques messages à quelques bons potes qui ont des belles voitures. Je me rappelle, il y avait un pote avec un RS3 et une A45, les anciennes, les Phase 2 là.
avec 45. Et c'était lui, d'ailleurs, ma première vidéo sur YouTube. Et que je tiens d'ailleurs à lui faire une grosse dédicace parce que c'est vraiment, tu sais, quand tu commences. Au début, c'est toujours dur. Ouais, c'est le plus dur. Je pense, ouais, tu l'as certainement, t'es certainement passé par là, donc tu dois comprendre un peu le délire. Et en fait, le truc qui m'a réellement fait plaisir, c'est que c'est là que tu vois les vrais potes, tu vois. Ouais. Genre, certes, tu as peut-être 3-4 000 abonnés, mais tu commences un nouveau délire sur YouTube. YouTube, c'est complètement autre chose. YouTube, c'est une vidéo où tu parles, où tu n'as pas droit à l'erreur. S'il y a un blanc, tu dois savoir animer. Moi, j'ai jamais fait de présentation. Ouais. Je m'y connais niveau caisse, niveau mécanique, un minimum, mais tu sais, voilà, niveau chevaux, performance, le bruit, esthétiquement comment c'est, etc. Mais faut animer la vidéo, tu vois. Faut être dans le truc, sachant que le gars que tu vas ramener avec toi, tu dois vraiment pas le décevoir parce que c'est un pote à toi qui va s'afficher aussi avec toi. Donc, frérot, je me rappelle, tu sais, la pression, elle était au max. Ouais. Mais mon pote, il m'a dit, frère, let's go, viens, ton idée est choc. Vas-y, viens, fais ça sur Bruxelles, c'est bien, tu vois, si tu fais ça, ça peut être que du positif bonus, et tout. Ouais. Parce que je vais pas te mentir, au début, j'avais un peu ce doute, tu vois. Je me disais, mais est-ce que ça va marcher? Au début, je me disais, mais attends, est-ce que je montre mon visage ou pas? Tu sais, au début, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de base qui suis un peu, distant, genre qui va pas facilement vers les gens, etc. Tu vois. Okay. Bon, sur YouTube, ça doit certainement paraître différent, mais c'est un peu le délire et tout. Mais genre, tu sais, je me disais, mais est-ce que je m'affiche ou pas? Tu sais, si ça marche pas, un peu comment c'est. Après, je me disais, frère, t'as qu'une vie, t'as qu'une seule. C'est un one shot. Si ça marche, allez, vaut mieux que je le teste à 100%. Et si ça marche, tant mieux. Mais si je le teste pas à 100%, je vais me dire putain, j'aurais dû faire toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit j'aurais dû montrer mon visage, j'aurais dû faire des vidéos comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je me dis, tu sais quoi, je m'en fous, frère, si ça flop, j'assume complètement, on essaye, je m'en fous complètement. Mais si ça marche, tant mieux, il n'y a que du bénéfice. Ouais. T'as rien à perdre au final. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Donc on se donne rendez-vous avec mon pote, on a 45, c'était lui la première vidéo de la chaîne. Il me dit, viens, je me rappelle, putain. Dans ma tête, je me disais, oh, il faut pas que je floppe la vidéo. Et tout. Ouais, faut pas que je floppe la vidéo. Je lance la caméra et let's go. On enchaîne. Et finalement, ça s'est très très bien passé, tu vois. Ça s'est très très bien passé. Et encore aujourd'hui, des fois, tu sais, lui-même, des fois, on en parle. Quand il regarde un petit peu l'évolution de la chaîne et tout, il me dit, frère, je suis vraiment content, genre l'ampleur que ça a pris et tout. Et moi, je lui dis, frère, vraiment, merci à toi, tu vois, parce que c'est un peu lui qui a un peu cru en moi au début. Il y avait d'autres potes aussi, hein. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment là où tu sens les vrais potes et les vrais amis, mis à part cette passion, parce que des fois, c'est des gars que tu connais frérot, tu les connais d'Instagram, on s'est échangé, je sais pas, on s'est échangé 1 ou 2 jours, sans plus. Mais par contre, le gars, il te dit, frérot, j'ai vu que tu t'es lancé sur YouTube. Et encore un autre pote avec son RS3 à Maganao, je sais pas si tu vois laquelle c'est là. Il était présent aussi dans pas mal d'événements. Une RS3 noire, plaque perso, Maganao. Oui. Okay. Lui, pareil, encore une fois, je pense que c'était cet été où je lui ai dit, tu vois. J'ai dit, frérot, tu sais que toi, parce que lui, c'était vraiment le proprio avec qui j'ai le moins échangé sur Insta. Ok, c'était rapide, c'était très rapide. Et je me suis dit, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais plus si c'était lui qui m'a proposé ou si c'était moi qui lui ai demandé. Non, je pense moi je lui avais demandé au départ. Ouais. Et puis après, le temps est passé, j'ai sorti ma vidéo. Et puis après, il m'a relancé, il m'a dit, frérot, si tu veux, je suis dispo telle date, on peut faire ça. Moi, dans ma tête, je me dis, oui, attends, il a vraiment pris ça au sérieux. Je suis vraiment pas prêt, tu vois, j'ai fait qu'une vidéo. Tu sais, au début, tu te dis, je tente avec plusieurs personnes et on verra avec qui ça passe, tu vois. Ouais. Et là, je vois ça accroche à gauche, à droite, je vois plusieurs personnes et tout qui sont chauds. Et lui, je lui avais dit cet été, je lui ai dit, frérot, tu sais que toi, bon, maintenant, on est des potes, etc. Je lui ai dit, tu sais que toi, frère, c'était la vidéo la plus compliquée. Tu sais que je me rappelle, frérot, je prenais mon téléphone. J'avais une pression. Tu vois, la 45, à la limite, on se parlait. T'avais ce délire, on rigolait et tout, tu vois. À la limite, si tu rates ta prise, tu la recommences. Mais lui, je me rappelle parce qu'il avait entre le boulot, les horaires qui n'étaient pas faciles, le rendez-vous. Et je vois, il arrive et tout, il me donne de son temps. Tu peux pas le décevoir. Ouais, c'est ça. Et t'as pas beaucoup de temps. Et du coup, ça, c'était ton tournage le plus compliqué, on va dire. Et je lui ai dit ça récemment. Genre, c'était 1 an après. Je lui ai dit, frère, tu sais, c'était le tournage le plus chaud. Il m'a dit, gros, à l'aise. Genre, ça s'est bien passé et tout. Et c'est là, encore une fois, tu vois, genre, c'est des personnes qui, comme tu disais là tantôt, ils sont pas du tout là pour la frime. Parce que frérot, quand tu commences une chaîne YouTube, tu as 0 abonné, tu n'as rien du tout. Tu sais même pas si tu vas faire 10 vues ou 15 vues ou 100 vues. Et genre, ils sont là, par contre, ils te disent, tiens, prends la voiture, filme. Fais ta vidéo, moi je suis là, je t'explique la prépa, on est là, on fait une petite conduite, on bombarde dans les tunnels, on se fait plaisir, tu vois. Et c'est vraiment, ils sont là par pur plaisir et pas là pour se montrer, tu vois. Totalement. Genre c'était vraiment ça le pur kiff que j'ai kiffé, enfin le pur plaisir on va dire et le point le plus positif que j'ai retenu, c'était vraiment ces rencontres-là, tu vois. C'est des réelles personnes. J'imagine qu'en fait avec cette pression-là, tu te rends compte
tu te rends compte de ce que ça vaut déjà beaucoup pour toi. Tu te rends compte de la bonté de la personne, du côté bienveillant de la personne. Du coup, ça touche et tu as envie de faire un bon truc boulot, et pas décevoir la personne. Et encore aujourd'hui, c'est des amis où, frérot, mis à part la passion, on se voit. Allez, quand ils font des petits projets, on y va, on donne de la force, c'est tout à fait normal. Donc, c'est un peu ça le délire. Et à contrario, à part ce tournage-là qui était un peu compliqué parce que stressant, c'était quoi ton meilleur souvenir, ta meilleure aventure automobile de tournage pour l'instant, pour YouTube? Après, tu me diras ton meilleur spot. C'est chaud. Meilleur tournage, j'ai envie de te dire la Pista parce que c'est la voiture qui m'a réellement marqué. Et c'était aussi parce que ça faisait partie d'un... C'était vraiment tourner une page sur YouTube parce que je proposais beaucoup de petites sportives, de grosses sportives aussi, tout ce qui est M5, RS6, j'en proposais. Mais j'avais passé le cap de la supercar, une Huracan, mais Ferrari pour moi, Lamborghini c'est le top, c'est très bien, mais pour moi Ferrari c'est, je sais pas pourquoi, mais tu sais, je pense c'est encore ce souvenir d'enfance quand t'es gamin, frérot, t'as une féfé qui passe, je me rappelle en Italie, sur l'autoroute à fond, gros. Ça marque. C'est vraiment cette image, je me dis Ferrari, pour moi c'est le summum, tu vois. C'est vraiment un cran au-dessus. Et je pense que c'est peut-être ça le plus gros souvenir, mais j'ai envie de dire aussi le rassemblement qu'on a fait où tu étais présent, qu'on a fait au Select Auto. Ça aussi, c'est un des plus gros souvenirs parce que la Ferrari, c'était plutôt un accomplissement, on va dire, personnel parce que c'est ma voiture de rêve. Et genre, je n'étais jamais monté dans une Ferrari tout court. Et commencer directement avec ta voiture de rêve, ça fait quelque chose. Tu vois. C'est pas genre tu commences peut-être, tu te dis je pars une 488, une 458 ou autre. Non, c'est directement, tu es dans ta voiture de rêve, la config que tu veux et avec des personnes qui sont là pour te motiver aussi. Donc c'était vraiment ça le plaisir et c'était un truc de dingue. Là, c'était vraiment plutôt un accomplissement, mais on va dire la grosse fierté ou la vidéo que j'ai plutôt kiffé faire, qui était le Rasso, c'était plutôt dans un sens ambiance, tu vois. C'était vraiment le plaisir, ambiance, entourage et passion, tu vois. C'était vraiment le rassemblement. Sinon, plaisir personnel, je dirais, c'est plutôt la Pista. C'est un souvenir personnel, on va dire. Ouais, mais je comprends que pour toi, le Rasso, c'était quelque chose d'assez fou. J'en avais pas conscience au début, mais vu le nombre de personnes qu'il y avait, vu ton implication dans l'organisation et voir comment ça s'est passé, ça devait être un truc vraiment de ouf. C'était un truc de dingue et il y avait vraiment une ambiance. Et le plaisir, c'était encore une fois, tu as vu, il y avait des old-timers, il y avait des grosses supercars. Il y avait de la Pista, la STO, il y avait une Black Series qui était venue par après, celle que j'avais filmée. Il y avait les motards qui étaient là aussi. Donc c'était vraiment, tout le monde était partant, tu vois. Et c'était une bonne vibe, tout le monde était souriant, on avait du beau temps. C'était que du plaisir, tu vois. Ouais, grave. Tu me parlais du Cayenne tout à l'heure. Ouais. C'était la question un peu typique de tes voitures de rêve, ton garage de rêve, tout ça. Mais comment ce Cayenne-là t'a marqué et comment il te marque jusqu'aujourd'hui? Pourquoi plutôt aussi? Frère, le Cayenne, c'est que les gens ils prennent pour un ouf. Moi, comme un crabe en plus. Mais c'est ça la folie. Moi, le Cayenne, même mon pote, là, Bahod, c'est l'un de mes meilleurs potes. Tu sais que lui, il fait que me taquiner là-dessus. Il me dit, frère, ta merguez, elle est dégueulasse, elle ne marche pas du tout, c'est un veau. Mais frérot, moi, c'est un truc où, tu sais, ça va peut-être te choquer, mais c'est une voiture de rêve pour moi aussi, le Cayenne. On parle de quelle génération? N'importe où Moi, je kiffe tous les Cayennes, mais plus précisément le 957. J'irais soit en turbo, soit en GTS. Bon, Turbo S, bien sûr, tu as le top, mais j'irais soit en GTS, soit en turbo. Et bon, la config, moi, je partirais sur un full black avec le pack aéro extérieur, pack alu aussi, où tu as l'alu à l'avant et les côtés là, et l'intérieur Havan, je ne sais pas si tu vois lequel c'est, l'intérieur Havan beige. Frérot, là, en 957 GTS, là, pour moi, c'est bon. J'ai touché, tu vois, là, je suis au max. C'est ton sweet spot. Ouais, là, genre c'est vraiment... Si t'as, allez, je dis n'importe quoi, genre, t'as la fin trentaine, la quarantaine, tu en trouves un bon, t'as les moyens, tu le prends, tu le retapes petit à petit comme tu aimerais toi et tu le gardes. Moi, c'est simple. La vérité, moi, j'aimerais bien prendre un Cayenne et le garder à vie. Moi, c'est vraiment la caisse que je veux garder à vie. C'est vrai. Ouais, parce que c'est une caisse. Mais moi, ça m'a marqué depuis tout petit. Bon, la petite anecdote, c'était, je partais à l'école, je me rappelle, mon père, il me déposait en voiture. Et il y avait quelqu'un dans ma classe, c'était une fille de ma classe. Et son père, il avait le Cayenne. Mais genre, ça venait de sortir, tu vois. Ouais, à l'époque, le Cayenne, c'était quelque chose de... Ouais, j'étais en primaire, mais attends, je crois que je devais avoir 7 ans, donc ça devait être en 2006-2007. Genre, ça venait de sortir, tu vois. Moi, j'avais jamais vu une Porsche en SUV. Et vraiment, le souvenir qui m'avait marqué, c'était un jour, on s'était garé vraiment derrière. Lui, il était juste devant. Et je vois le logo Porsche et je vois l'écriture Cayenne, tu vois. Je vois les deux pots comme ça. Et je comprenais pas, mais ça sort d'où ça, tu vois. Je savais pas, bon, je connaissais pas trop les marques Porsche, etc. C'était ça en plus, mais je connaissais pas tellement, tu vois. Et un jour, il démarre. Genre devant nous, il démarre, j'entends le bruit, je fais, oh putain, c'est quoi ça, tu vois. Et depuis ce jour-là, bon, c'était le tout premier, le 955, je me rappelle, il était gris. C'était pas un S, c'était un classique normal gris, et des sorties de peau là.
Mais depuis ce jour-là, ça m'avait marqué. Et au fur et à mesure du temps, quand il venait et tout, ben, je le voyais, tu vois, je le voyais arriver, je voyais l'avant, je voyais le côté, je voyais... Mais j'ai jamais réellement osé regarder l'intérieur et tout, tu vois. Mais à chaque fois, dès que je le voyais, ça me touchait, tu vois. Je voyais. C'était un petit déclic. Je trouve ça hyper touchant comme histoire parce qu'au final, c'est une voiture qui a du sens pour toi. Ouais. C'est le plus important en vrai. Je pense que quand ça a du sens, ça a plus de valeur émotionnelle. Je sais pas comment, quel mot qualifier ça. Mais... Il y a une petite histoire derrière, on va dire, tu vois. Mais moi, c'était vraiment... Mais ça m'avait marqué, c'était la voiture qui m'a réellement marqué. Et après, au fur et à mesure, quand tu commences un petit peu plus à t'intéresser, à mes 10 ans, 11 ans, comme ça, je commençais un peu plus à savoir ce que c'était, tu vois. Ah tiens, c'était une Porsche, ah tiens, c'était un Cayenne, ah ouais, c'est cool. Puis après, au fur et à mesure des années, après, je vais pas te mentir, même avec les vidéos d'Akram, ça s'est plus accentué. Quand je regardais les configs, là, ce qu'il achetait et tout, il achetait des configs où genre ça te permet de découvrir le Cayenne sur un autre angle. Tu te dis putain, il y avait moyen de faire ça dans le temps, il y avait ça comme option. Parce que c'est une caisse où... moi, c'était vraiment une caisse qui était sortie quand j'étais vraiment gamin, donc je ne connaissais pas vraiment les motorisations, je ne connaissais pas les options qu'il y avait, les finitions, mais que j'ai découvert au fur et à mesure, tu vois. Je me disais, putain, mais c'était fou pour sortir ça à l'époque. Et il faut savoir que c'était le premier SUV de chez Porsche tout simplement, et c'était un élément déclencheur parce que ça les a fait vraiment exploser. Hein. Ça les a sauvés. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Villebrequin qui est sortie il y a 2 jours, je viens de la voir avant que tu viennes. Je l'ai vu aussi, niveau de leurs chiffres, et même je pense qu'ils étaient passés par une période très délicate, très compliquée, et ça les a sauvés. Et une Porsche ou un SUV sportif quand on parlait à l'époque, c'était dans les 350 chevaux, je pense, les premiers, puis il y a les 385 et 405 chevaux, jusqu'au Turbo S et tout. Mais tu te dis, putain, dans un SUV comme ça, sortir des perfs comme ça, c'est waouh, tu vois. Mais bon, à l'époque, ils disaient plus que c'était une aberration de sortir une Porsche 4x4, un peu comme aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était tout simplement fou, hein, quand tu regardes un peu, frérot, que ça soit... Les années 2000, 2010, début, pour moi, c'est vraiment genre... période clé. C'était la folie. Hein. Quand tu regardes les M5, ils te mettaient un V10, la E60, la RS6, ils te mettaient un V10, les C63, la Black Series. C'était une époque folle, tu vois. Grave. C'est un truc... J'espère qu'on aura l'occasion, tu vois, de nous, en grandissant, et comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de toucher le rêve du bout des doigts, j'espère goûter à ce genre de mécanique, on va dire. Goûter à ce genre de mécanique encore, qu'on pourra d'un point de vue légal déjà, avec tout ce qui se passe. Et aussi d'un point de vue prix, parce que ça explose de partout, genre t'as l'impression que... les codes sont sérieuses. Hein. Les codes sont sérieuses. Le Cayenne, moi, le Cayenne, je le suis toujours. Je regarde toujours les codes. La période Covid, t'en avais à des bons prix, mais maintenant, je vois que ça a monté sérieusement. Aussi Là, ça monte sérieusement. Genre un 957 GTS en bon état, ça tient. Ça tient. Bon, touche. Après, tout dépend du kilométrage, etc. Mais t'en as du 15, 20 000. Là, sur des GTS, 20 000... genre, c'est des vrais prix, tu vois. 20 000 et attention, 150 000, 170 000 km. Hein. Avec pas mal de choses à refaire du coup dessus. T'as un bon 10 000 à mettre dedans pour rouler tranquille ou un peu moins. Pour rouler tranquille, niveau fiabilité, je vais pas te mentir, je connais pas trop dans les détails. Mais je sais que le GTS, par exemple, est assez fiable. Allez, j'ai entendu dire encore une fois, c'est des vidéos d'Akram, du Turbo S, apparemment c'est compliqué, surtout le Turbo S. Mais le GTS, il paraît que c'est assez bien fiable. Mais bon, après, bien sûr, c'est des voitures qui ont un certain âge, donc tu dois quand même être assez rigoureux au niveau entretien, préventif, et faire attention que ce soit mécanique, même, esthétiquement, ça tu peux retoucher rapidement, mais mécanique, vraiment faire très attention. C'est des gros blocs moteurs, donc il faut vraiment suivre ça. Après, c'est du Porsche, c'est solide, mais il faut être solide aussi derrière, parce que les factures... c'est vraiment, dans ce genre de voiture, je trouve que c'est vraiment pas le prix d'achat qui compte, c'est vraiment ce que tu vas avoir les moyens de l'entretenir. Je sais qu'en Belgique, c'est assez cher... tout ce qui est taxes, assurance et tout. En Belgique, je sais pas trop comment ça se passe, mais... Moi, j'avais vu, en Belgique, c'est cher. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense, j'avais vu une fois sur... tu as les infos là sur Internet, niveau de taxes, etc. Donc, tu te retrouves à 2005, je pense, sur la première année à payer, entre 2005 et 2008. Pour le Cayenne, du coup. Ils appellent ça ici la mise en circulation. 2500 € entre 2005 et 2008, si je ne me trompe pas. Mais après, voilà, c'est parce que c'est des gros moteurs, niveau chevaux fiscaux et tout, c'est une catastrophe. Mais encore une fois, comme tu as dit, l'assumer à l'époque, quand ça valait 14, 13 000, où tu avais des bons pas mal, même en Allemagne aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais à l'époque, tu en trouvais en Allemagne à des 12 000 comme ça, assez intéressant. Mais quand tu pars dans un objectif où moi je me suis dit, moi si j'en prends un, j'ai pas envie d'avoir ce regret de le revendre, tu vois. Mais si tu en prends un et que tu sais pas assumer derrière, frérot, la consommation de ce bazar, c'est quelque chose. C'est quelque chose. L'assurance, à la limite, ça peut le faire, mais la consommation, les entretiens, ça reste du Porsche. Donc, il faut être vraiment, si tu veux garder une belle caisse, garder à vie, il faut y aller. Donc, il ne faut vraiment pas compter, tu vois. Donc, c'est pour ça, faut
faut se dire, est-ce que dans ce moment de ma vie, est-ce que c'est nécessaire que j'achète ça? Tu vois ce que je veux dire? Surtout que ça finit jamais. Surtout quand tu fais une voiture comme ça, il y a toujours quelque chose à faire. Mais toi, tu as certainement ressenti ça avec ta Clio. J'ai suivi un petit peu les aventures que tu as eues. Ouais. Là, mon dernier onglet ouvert, c'est des trucs de pièces que je dois commander, des trucs parce que ça s'arrête jamais. C'est pas forcément qu'un mauvais état, mais c'est juste qu'il y a toujours un truc que tu veux améliorer, toujours un truc que tu veux. Exactement. Donc, si tu achètes une caisse, il faut vraiment être prêt de te donner à 100% et tu te dis, voilà, cette caisse, je vais la rendre comme ça, que de l'acheter et te dire, putain, mais je vais attendre encore un peu et tu la laisses traîner, tu vois, finalement. Ça me fait hyper plaisir d'entendre ça de ta part parce que je sais pas si je reçois souvent des fois des conseils sur Instagram, est-ce que je devrais acheter ça ou acheter ça. Et par exemple, il y a un truc qui m'avait marqué, une conversation avec un pétrolier qui m'avait marqué. C'était un gars de 18-19 ans qui voulait acheter sa première sportive et il m'envoie une 1.35i, 100 000 km et tout, à l'équivalent de 9 000 €, tu vois. Et je lui dis, mais frérot, mais n'achète surtout pas ça, tu vas. Et il comprenait pas, il me disait, mais non, mais c'est. En fait, aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, je dirais, mais après, tout dépend de chaque personne. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y en a qui veulent très vite se brûler les ailes, tu vois. Il fallait tout ça. Vraiment, moi aussi, combien de fois la question m'est revenue, c'est quand que tu achètes ta première sportive, c'est quand que tu achètes ta grosse caisse, c'est quand que tu achètes. Moi, je pars du principe où je pars sur. Allez, j'ai mon sens des priorités, tu vois. Faut d'abord faire certaines choses. Tu es jeune, certes. Je pense qu'on a le même âge. J'ai 22, je ne sais pas quel âge tu as. 24. Voilà, on est à peu près dans le même délire. Mais il ne faut pas brûler les étapes, tu vois. Tu es encore aux études. Si pour toi, tu te dis ma caisse, c'est ma priorité, achète-la. C'est ton choix, c'est toi qui fais ce que tu veux, tu vois. Mais moi, par exemple, je préférais, surtout à cet âge-ci, mettre une somme, comme tu as dit, de la 135i, c'était quoi, ça 20 000 € à peu près? 9 000 €. Ouais, 9 000 €. Mais on va dire 9 000 € ou 20 000 €, peu importe. Mais placer ça autrement, tu vois. Tu vois, quand tu es jeune, tu peux encore être vif dans certains trucs, tu vois. Une voiture peut-être qui va te… Parce que, encore une fois, mettre ça, oui, 9 000 €, tu vas les mettre. Mais il faut assumer par après, tu vois. Il ne faut pas regretter les sorties. Il ne faut pas regretter les sorties parce que c'est une voiture où tu es passionné, tu vas te dire putain, aujourd'hui je vais aller me faire une balade, mais il faut y aller où tu ne vas pas te dire je vais aller, je vais consommer, faire ça, peut-être remplacer les pneus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un délire où tu vas partir dans tous les sens, etc. Et il faut que ça reste un plaisir. Et moi, je n'ai pas envie d'arriver à un stade où me dire putain, il faut vraiment que je calcule mes sorties, tu vois. Non, c'est vraiment tu la prends, la caisse, let's go, tu sors. Vraiment, ça me fait hyper plaisir que tu dis ça parce que ça va tellement vite sur YouTube qu'on a l'impression que c'est trop facile. Mais c'est littéralement ça. Quand tu achètes des sportives, ça consomme de fou. Chaque sortie va te coûter un tel prix, chaque voyage va te coûter quelque chose. Tout l'entretien préventif à faire, toutes les taxes, tous les trucs. On n'en a pas conscience quand tu vois ça, toi, d'un point de vue spectateur. Mais il faut tout simplement être réaliste. Les gars, ceux qui sortent des belles voitures, ils sont en place. Ils sont en place, il faut être réaliste. Il y a du travail derrière. Donc, il y en a beaucoup qui font le raccourci. Oui, ils perdent. Enfin, comment on dit ça encore genre, t'es un fils à papa. Voilà. C'est ça l'expression, un fils à papa, ou bien il a eu un héritage ou autre, peu importe. Mais mis à part ça, il y a quand même un travail derrière. Tu vois. Donc, certes, t'es fils à papa, demain, tu touches une très très grosse somme. C'est normal que tu vas aller te faire plaisir prendre une grosse caisse. Mais demain, il y en a un qui je sais pas, mais il sort son business, il fait un bon chiffre et il se fait son petit plaisir. Il se dit, bon, c'est le moment que je fasse mon plaisir. Il va sortir une caisse, c'est 100% mérité. Mais je pars juste du principe où il ne faut pas oublier le sens des priorités, tu vois. Donc, moi, je préfère largement mettre de l'argent dans autre chose que mettre dans l'automobile maintenant, tu vois. Pourtant, je suis l'un des plus gros passionnés, frérot. Grave. Genre, c'est dans le sang, tu vois. Ça a du sens ce que tu dis. Surtout que… Excuse-moi de te couper, mais non, mais vas-y. Non, mais j'allais dire, tu sais, on est jeunes et moi, je ne vais pas te mentir, j'ai une très très grosse chance aujourd'hui de pouvoir rouler des très très belles voitures, que ce soit via les vidéos ou des fois même les sociétés de location, des fois ils me prêtent pour des vidéos, etc. Donc, j'ai encore cette facilité-là où je peux encore me permettre de me dire, tu sais, aujourd'hui j'ai envie de me faire plaisir ou filmer une belle caisse. J'ai encore cette chance d'une société de loc me prête une voiture ou un pote me prête une voiture pour aller faire un event ou quoi. Ou, tu vois, je ne suis pas bloqué, tu vois. Donc, j'ai encore cette facilité où je peux goûter à ce plaisir-là. Et c'est ça aussi qui me permet de rester un peu focus sur d'autres choses, tu vois. Totalement. C'est un avantage au final que ça, le travail que tu fournis pour partager ta passion, ça te permet de la vivre aussi. Exactement. Les deux vont ensemble, en fait, voilà, je trouve. C'est exactement Les deux vont ensemble et c'est cool que tu aies cette réflexion-là. C'est pas forcément le choix le plus intelligent de mettre toutes tes économies dans une voiture maintenant parce que tu vas kiffer, mais il ne faut pas que le rêve se transforme en cauchemar. C'est une phrase qu'on m'avait dit une fois qui m'a hyper marqué. Il ne faut pas que le rêve se transforme en cauchemar. C'est exactement ça. Mais en fait, je pense que c'est l'effet réseaux sociaux qui donne ce résultat-là. Tu vois. Parce que les jeunes, nous aussi, on est jeunes, etc. Mais il y a, que ce soit des personnes de notre âge, même des personnes qui ont un âge plus élevé, mais qui ont
qui ont pas ce genre de sens de priorité, tu vois. Ils veulent que vivre. C'est genre one shot, one life, tu vois. Genre let's go, j'achète ma caisse. Je m'en fous de ce que demain fait. Je vois ce que tu veux dire. Mais ta réflexion aussi, la manière dont tu vois les choses, ça me rappelle celle de Glove Driver, Erwan de Glove Driver. Je sais pas si tu connais, c'est un youtubeur français. J'ai certainement déjà fait des vidéos. Ouais, c'est sûr. J'ai pas trop suivi un peu le... Ouais, en tout cas, lui, ça fait pas mal de temps, tu vois, que sa chaîne aussi, elle augmente et que tout le monde lui demande pourquoi elle est où ta première sportive, elle est où ta première sportive. Mais lui, il partage beaucoup aussi le côté entrepreneuriat, pour te dire... Chaque fin d'année, il fait le bilan de combien il a gagné, combien de trucs, il partage tout ça très publiquement. Ouais. Et il montre à quel point, pour l'instant, son investissement, il n'est pas logique de mettre tout dans une voiture maintenant. Ouais, c'est certain. Ou maintenant, il a pris une M346 break avec la boiserie, ils sont en train de faire un truc de fou dessus. Ah, mais j'ai vu. Bah, c'est lui alors. Ok, j'ai vu. Ouais. Mais tu vois, par exemple, lui, maintenant qu'il est arrivé au stade de prendre sa M346, tu vois, là, le goût qu'il a dû avoir à l'acheter, frérot, c'est incroyable. Ouais, grave. Je pense que ça doit être vraiment un accomplissement où. C'est tout ce que je te souhaite et je nous souhaite à nous tous tout simplement parce que c'est après autant d'années où tu te dis je reste focus sur ce que je dois faire d'abord et après je me fais plaisir parce qu'un jour ou l'autre ça va arriver, tu vois. Ouais. Un jour ou l'autre ça va arriver. Là on parle d'M346, il y a celle que tu as pu filmer, la noire, la cabriolet. Et Ismaël il s'appelle. Ouais, celle-là. Ismaël, ouais. Très sympa lui aussi. Enfin, je le connais pas, mais je connaissais le propriétaire d'avant du coup. Ah ok, ouais. Vraiment une des premières vidéos sur la chaîne YouTube. Je l'avais croisé au premier assaut, j'allais à Rabat et je l'ai vu, la M346, c'est une de mes voitures de rêve d'enfance. Et je le vois et c'est vraiment une des premières fois où je stresse, où je vais parler à quelqu'un, je le vois, je lui dis... T'hésites. Ouais, je lui dis juste, vraiment elle est magnifique, c'est ma voiture de rêve d'enfance, elle est trop belle et tout. Il me dit moi aussi c'était ma voiture de rêve d'enfance et là je l'ai, tu vois. Et à partir de là, on a eu le contact. Et... ouais, c'est ça, c'est... Tu sais, des fois, faut oser, faut y aller. Ouais, grave. Faut passer le cap, faut y aller. Ouais, faut oser. Moi, encore une fois, c'était, je crois, il y a quelques semaines comme ça. Ben, tu sais, des fois, ça me fait tilter. Genre, je suis là, je spotte un peu. J'étais vers l'avenue Louise, près de l'hôtel Stéphanie. Bon, là-bas, il y a souvent des très, très belles caisses. Il y avait une 812. Ok. Et je suis là en train de filmer et il y a deux jeunes, une fille et un garçon. Mais c'était la fille qui m'a reconnu, tu vois. Ouais. Et genre, bon, Bruxelles, c'est vraiment très petit, tu verras. Bruxelles, c'est vraiment très petit, etc. Certes, bon, allez, avec mon nombre d'abonnés, etc., c'est vraiment focalisé sur Bruxelles, etc. Ça arrive, des fois, on me croise, on me reconnaît un peu. Ouais. Mais moi, c'était une jeune fille, tu vois. Ça n'avait rien à voir, le genre de délire que je propose. Et j'ai fini de filmer le start-up de la 812. Et après, on commence à discuter, etc. Et elle me dit ouais c'est cool etc ce que tu fais et tout et pourquoi on a discuté un peu plus dans les détails niveau passion etc c'est parce qu'elle aussi elle est passionnée dans un autre domaine tu vois et genre elle a kiffé un peu l'énergie de la jeunesse bruxelloise tu vois ce que je veux dire. Alors les jeunes de Bruxelles c'est un peu les jeunes de Casablanca au Maroc tout simplement ou qui veulent qui veulent entreprendre ouvrir des garages qui font une chaîne YouTube tout simplement je sais pas il y en a un qui ouvre un car wash tu vois mais juste le fait de faire quelque chose c'est déjà passer un cap tu vois donc on a un peu discuté sur ça. Et puis elle me pose la question, elle me dit mais comment tu fais à aller parler par exemple le gars de la 812 est-ce que tu le connais parce que c'était une personne âgée et tout genre le gars vraiment plaque Luxembourg un daron vraiment je me rappelle 812 GTS il décapote la caisse il fait le petit start-up genre le gars vraiment au top de sa journée tu vois et je lui dis non la vérité je connais pas juste j'ai vu la caisse je l'ai spoté tu vois mais elle m'a dit mais comment tu fais des fois parce que je vois les voitures que tu proposes des fois c'est des proprios et tout genre des personnes âgées comment tu arrives à oser aller leur parler tu vois. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. Tu vois, des fois, tu t'y attends. Est-ce que. Tu sais, tu le sens aussi. Hein. Tu te dis, est-ce qu'il est. Tu t'es déjà pris devant, j'imagine, des petits vocals bien sûr. À foison. C'est normal. Ça, c'est normal, tu vois. Mais tu te dis, frérot, qui ne tente rien à rien, tu vois. Tu vas, let's go, tu proposes. C'est un peu ce que tu as eu toi avec la 46, tu vois. Tu vas, let's go. Regarde, des fois, tu rencontres des personnes où tu as des putains d'anecdotes. Ils te racontent des folies. Tu sais, des fois, ça va même plus loin. Vous avez des potes en commun ou bien vous avez des anecdotes en commun ou genre vous avez certains points à partager. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ben, ils kiffent, tu kiffes, ben, vous vous échangez. Puis après, ça part sur une vidéo, ça part sur des projets. Donc, c'est vraiment des fois, juste le fait de passer le cap, ben, ça permet de débloquer tout un gros truc derrière, tu vois. Donc, c'est vraiment… Après, bon, toi, tu as fait… si tu l'as filmé, c'est que ça s'est fait finalement. Mais en tout cas, ça devait être un truc de ouf, tu vois. C'est pour ça, des fois, faut pas se poser des questions, il faut juste y aller, tu vois. Grave. Après, surtout, je pense, une fois que tu te prends les premiers vents dans la gueule et tu vois qu'en fait, ça change rien à ta vie, il se passe rien, rien ne s'est passé, tu commences à plus avoir peur et tu fonces. Ouais, tu vois, mais après… ça fait partie du truc, tu vois. Donc, grave, c'est pas négatif, tu peux pas. Surtout, ouais, c'est exactement ça. Surtout ici en Belgique, c'est un petit point négatif que je donnerais, même si j'adore ce pays et tout ça, la passion, tout ce qui se passe dessus et tout. Mais
l'automobile n'est pas assez développée qu'en France, je dirais. Ah ouais? Après, bien sûr, tu vas me dire, je suis fou pour comparer ça à la France. Mais pour moi, j'ai envie de comparer ça à la France parce que je sens qu'on a le potentiel pour, tu vois. Ça peut arriver à un stade où, parce que la France, frérot, c'est un monde où c'est incroyable l'automobile là-bas. Enfin, niveau caisse, contenu, garage et proprio, contact, etc., réseau, là-bas, c'est une folie. C'est dans ce sens-là que je dis. Hein. Donc, c'est pour ça où, des fois, ici, par exemple, moi, quand je commençais les présentations, les gens, certes, ils connaissaient Pog, etc. Mais Pog, c'était plutôt dans le délire où il filme ses caisses à lui, il filme ses voyages, il filme ses essais. Je pense, oui, il a certainement déjà filmé des voitures où il avait des essais avec des garages ou des voitures, des essais d'amis, etc. Mais c'était pas vraiment un peu comme moi faire la démarche de parler à un proprio ou voir discuter un petit peu pour faire faire éventuellement une vidéo, tu vois. Donc c'était vraiment une autre démarche. Et c'est pour ça que les gens, c'était vraiment découvrir un nouveau monde, tu vois. Ici en Belgique, les gens, ils n'étaient pas un peu. Allez, YouTube, c'est vraiment un nouveau truc. Et pareil pour les concessions, ce que des fois je trouve un petit peu dommage, mais bon, je pense que ça au fur et à mesure du temps, ça va se développer. Mais les concessions, des fois, sont un peu fermées sur l'aspect de faire des vidéos avec des personnes qui proposent du contenu auto, tu vois. Parce que c'est vraiment, allez, c'est la niche, c'est la clientèle, c'est les personnes, c'est vos potentiels clients qui vont regarder ces vidéos. Moi, ici aussi, tu l'as ressenti qu'elles étaient fermées des fois à ça? Oui, les concessions oui, c'est très dommage, sont fort fermés et c'est ça le gros point négatif que j'ai à dire. Sinon, tout le reste, bien sûr, c'est le top. Attention, je ne mets pas toutes les concessions dans le même sac. Mais il y a un peu ce point-là en fait où je pense, s'il y a un petit travail là-dessus, allez, s'il y a plutôt un travail à faire, c'est là-dessus qu'il faut le faire. C'est vraiment voir un peu plus ouvrir l'automobile à tout le monde. Parce que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la jeunesse qui est dedans vraiment à fond. La jeunesse, bien sûr, tu as les personnes de 30-40 ans qui sont dedans aussi. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre légèrement à des personnes plus âgées. Et tu parles sur Internet, quoi? Oui, sur Internet. YouTube, et tout même, et en général sur Internet ou en général même. Et le lien que j'ai envie de faire avec les concessions, c'est aussi parce que des fois, c'est une clientèle qui est un peu à part, tu vois. Et des fois, c'est pour ça qu'on essaie de faire très, très attention l'image qu'on rejette un petit peu de l'automobile ici en Belgique. Et c'est pour ça que j'étais très fier de l'événement là, parce qu'on a rejeté une très, très bonne image. Parce que, tu vois, mine de rien, tout ça, tu sais, les concessions, ils regardent ça, mine de rien, ils vont regarder un peu, pas spécialement regarder dans un angle où genre, ah oui, c'est bien, ça serait bien que la prochaine fois on y va, on expose nos véhicules. Non, pas dans ce sens-là. Mais juste se dire, putain, c'est bien de voir qu'il y a des jeunes qui bougent, qui font ce genre de choses parce que ces jeunes-là vont être de futurs potentiels clients pour nous ou bien peut-être ils vont nous ramener d'autres personnes, tu vois. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a un petit travail à faire là-dessus. Parce que c'est encore un peu à l'ancienne, tu vois. C'est un peu publicité télé, etc. Moi, ce que j'ai adoré, par exemple, je regardais sur tes vidéos à toi, ce que tu as fait avec Ford. Là, je pense que tu avais déjà fait même avec d'autres marques, si je ne me trompe pas. Ouais, quelques-unes. Tu as fait un peu avec d'autres marques. Je ne sais pas si, par exemple, au Maroc, c'est un peu plus développé, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus ouverts. Ça c'est un peu… Enfin, la pandémie a beaucoup aidé, vu que tout le monde s'est digitalisé un peu. Mais c'est vrai qu'avant la pandémie, c'était très compliqué. Et là, les journalistes auto et certains créateurs de contenu dans l'automobile se mélangent un peu plus. Ça commence à être… ça se démocratise petit à petit. Pas tout le monde le fait encore. La majorité des concessionnaires commencent à le faire. Certains de manière différente que d'autres. C'est plus des fois… en fait, c'est rare que ce soit vraiment axé sur le pur produit automobile, tu vois. C'est plus de la pub avec l'image de certains créateurs de contenu. Mais rien que partager ça. C'est ça, mais le fait que ça se fasse, c'est déjà quelque chose. Donc c'est pour ça, moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, putain, ça fait plaisir. Genre, le Maroc, ça se bouge, tu vois. Ils font ça, tu as eu ta collaboration. J'ai vu, même quand tu as vu chez Ford les essais, etc., où tu avais proposé du contenu, tu vois, je me suis dit, putain, c'est cool, ça bouge là-bas, tu vois. Parce que moi, j'essayais un peu de comparer. J'ai aussi fait quelques vidéos avec certains garages où ça s'est très, très bien passé aussi, où c'était le top. Mais voilà, tu vois, ici, le but, c'est vraiment, je pense, il y a ce point-là à développer. Parce que mine de rien, frérot, c'est que des fois, on s'en rend pas peut-être, on se rend peut-être pas compte des fois de la force qu'on a, mais tu sais que combien de fois j'ai reçu des messages du style, ouais frérot, quand j'ai vu ta story ou ta vidéo, finalement j'ai été la commander, j'ai été la voir ou quoi, tu vois. Bien sûr, c'est réel, il y a vraiment des folies, c'est là tu te dis, putain, il y a vraiment un… Allez, on rentre dans un game différent, tu vois, où la puissance, ça devient autre chose, tu vois. Grave. On parlait concession, mais juste avant qu'on parle de ça, tu avais parlé de ce spot de la 812 GTS. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes quelques anecdotes de spotting qui t'ont… Tu vois, les anecdotes où vraiment tu es en train de marcher, d'un coup ton cœur il bat à 200 et tu cours pour pas rater le truc. J'ai eu ça la première Chiron que j'ai vue.
Ok, à Bruxelles? Non, pas à Bruxelles. La première Chiron que j'ai vue, c'était à Knock. Je ne sais pas si tu connais. On vient de m'en parler, mais c'est un peu. Knock, c'est vraiment, tu dois y aller. Là-bas, niveau spotting, tu vas te servir. C'est incroyable. Mais c'était le Zout Grand Prix, c'est un grand événement qui font ça. Enfin, qui font ça à Knock plutôt. Et c'était, je pense, il y a 3 ans, je crois. Ouais, c'était au tout début. Ouais. Et en fait, c'est un rallye. Et bon, en fait, toute la ville, il n'y a que des caisses garées, etc. Il y a les gens qui viennent, ils garent leurs caisses, tu as des stands avec les marques et tout. Ouais. Et c'était là-bas aussi que cette année, ils ont exposé la Mistral, ils l'ont ramené et tout. C'était un truc incroyable. Ouais. C'était un truc de ouf. Et il y a en même temps un rallye et il passe tous les, je sais pas combien de temps, il passe par une route principale en fait, tu vois. Et j'avais déjà raté le matin, tu vois. Donc je me suis dit, putain, faut pas que je le rate une deuxième fois. Sachant que j'avais eu des échos qui avaient du lourd, donc il y avait Chiron, 918, Véron, si je ne me trompe pas aussi. Et bon, d'autres caisses, d'autres féfés, des lambeaux et tout. Et puis je vois au loin, vraiment tout devant, je vois une Chiron au loin, vraiment au loin, au tournant. Donc je vois au loin une Chiron vraiment au tournant comme ça. Et c'était la première fois que je vois une Chiron, tu vois. Et je vois ce truc-là, et frérot, je me suis dit, attends, faut que je me rapproche. Putain, je commence à courir, je me suis rapproché, j'ai pris ma petite vidéo, ma petite prise. Je ne sais pas si je l'ai encore aujourd'hui parce que ça date quand même. Mais non, c'était vraiment ça, je pense, le plus gros spot. Et ouais, je me rappelle, c'était vraiment. T'as le cœur qui bat et tout. Ouais, tu trembles limite. Bah ouais, frérot, mais tu sais, quand tu commences à peine le car spotting et tu croises une Chiron, c'est pas. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, c'est quand même un gros truc. Je pense que c'était ça le plus. À tout moment, c'est pas rien de voir une Chiron rouler sur route. Bien sûr, quand tu l'as. En fait, c'était vraiment. C'était inattendu parce que, oui, j'attendais un petit peu le rallye et même, tu sais, tu vois l'effet de surprise, tu la vois tourner et tu vois le gros convoi à l'arrière qui vient, je ne sais combien de caisses. Et tu la vois arriver comme ça, je me suis dit, waouh, putain, c'est ça une Chiron après. Mais quelle prestance, quelle caisse de malade. Et sur BX en ville, le truc qui t'a un jour le plus. Le plus fou? Ouais. Ah, ça c'est compliqué ça. Le plus fou, je pense, allez, j'en ai 2. Une P1 que j'ai ratée et que j'ai la haine d'avoir ratée. Une P1 en plein. Une P1 en pleine circulation, genre une P1, je me rappelle, j'étais place Stéphanie, pour ceux qui connaissent, j'étais de l'autre côté du rond-point et tu vois un gros truc jaune. En fait, j'ai juste reconnu l'arrière avec le phare et le truc de l'aileron là. Un truc jaune qui fait le demi-tour et qui continue tout droit, tu vois. Et puis après, qui se fond dans la circulation. Ouais. Genre ça s'est passé en quelques secondes. Genre je lève ma tête, j'étais là avec un pote, on marche et tu vois un truc jaune qui tourne et qui se fond dans la circulation. Genre ça s'est passé en quelques secondes. Et moi, dans ma tête, je me dis, non, c'est une P1. Ça, des fois, ça peut t'anéantir ta journée. Mais c'est vraiment, tu penses, tu peux limite pas dormir. J'ai un mon pote Cross, c'est une P1 qui est passée, là, je sais pas si t'as vu, il me dit, de quoi tu parles? Tu dis, frère, elle est là, dans le fond, dans la circulation. Et bon, elle était loin et tout. Puis après, je sais pas, il a pris les tunnels ou quoi, mais il était vraiment loin. Et ça, c'est, voilà. J'ai vu juste le petit passage, le demi-tour, j'ai reconnu l'arrière. Et puis, je vois, il y a une voiture qui sort, et ça se fond dans la circulation et c'est parti, quoi. Donc, il y avait la P1, ça, c'était une folie. Et une SF90 inattendue, vraiment. Frérot, c'était tuning parce que c'était en fait c'était dans une route à 2 bandes. Bon, ceux qui connaissent chaussée de Charleroi, t'as les rails de tram, mais j'entends un gros bruit. Je me dis ça c'est une supercar quand même, je suis pas fou. Mais d'où ça vient? Je sais pas, c'était la nuit, tu vois. Mais d'où ça vient? Je sais pas, je regarde autour de moi, je comprends pas. Tout ce que je vois c'est un tram qui arrive. Et mais j'entends un gros bruit, un truc qui ronronne, mais je me dis attends, c'est un parking? Non, c'est un peu trop fort que ça soit un parking, elle est pas loin, tu vois. Et c'est pas, je vois une SF90 qui double le tram, genre normal, tu vois. Le tram, il roule et je vois une SF90 qui déboule, mais vraiment à fond. Il accélère, il prend la ligne droite et il se rabat. Et genre, moi, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Je me mets vraiment sur le bord du trottoir là, pour jeter un coup d'œil. Je vois le gros tram. Et puis après, je vois la SF90 qui sort et qui passe en bombe devant moi, qui se rabat et qui continue. Genre là, c'était le spot aussi inattendu. Là, t'avais pu prendre en photo du coup? Non, même pas. C'est juste, là, c'était à peine le temps de réaliser. Au début, je cherchais la caisse. Je me dis, mais attends, elle est où? J'entends un gros bruit. Et je jette un coup d'œil, je vois le tram. Je dis, oui, il y a bien un tram là, mais elle est où? Et je regarde. Et dès que je regarde, je vois un truc qui sort et qui dépasse et qui est parti en bombe. Et là, c'était la première fois que je voyais une SF90 en plus. Impressionnant la SF sur route. Ouais, sur route. Et même surtout dans une petite ville comme ça, petite chaussée, comme tu as dit, ça doit non, c'était impressionnant, mais aussi le dépassement, il a accéléré. En full rouge, là, je me suis dit, wow, quel truc de fou. Genre, t'es rouge en plus. Ouais, en full rouge, ça s'est passé en quelques secondes, mais ça m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, putain, à quoi j'ai assisté? Mais après, bon, c'était un truc de fou. Et au Maroc, c'est quoi peut-être les 2-3 spots hors vidéo que tu as vu, tu étais en mode, ah ouais, ok. Les 2-3 spots hors vidéo. Ouais, mais ça datait. C'était pas cet été-ci, c'était l'été d'avant. J'étais à Marrakech. Marrakech, c'est du lourd. En été particulièrement. Ouais.
Malheureusement, l'été précédent, j'ai pas pu y aller niveau timing, c'était compliqué. Mais j'étais parti à Tanger, j'étais très bien servi là-bas aussi. Tanger. Mais Marrakech, c'était l'été d'avant où j'étais parti. Et encore une fois, j'étais parti en famille, donc c'était pas du tout dans l'optique de faire du car spotting ou quoi. Mais je pars et on était vers le côté, on a été faire du quad. Ouais. Et on était vraiment dans la zone désert, genre, tu sais, c'est vraiment que du désert. Et on était là avec le gars de l'activité là, qui vient chercher le shuttle là. Ouais. Et il nous emmène. Bon, moi j'étais un peu dans le délire. Voilà, quand tu regardes autour de toi, tu as des beaux palmiers, tu as des villas, tu as des trucs. Et je vois une Rolls, putain, je crois que je confonds. Hein. La cab là, c'est la Vreit ou la Down? La Down. Ouais. La Down. Je vois une Down sortie de nulle part, plaque Dubaï. Ok. Je sais pas si tu l'as déjà croisée celle-là. Blanche. Peut-être capote rouge ou capote blanche. Je sais capote plus. rouge, je pense. Elle était décapotée, tu vois. Ouais. Une blanche. Mais genre, je t'explique, elle sort comme ça. À un certain moment, on est sur la même hauteur. Nous, on continue tout droit et lui, il tourne. Genre, je l'ai vu vraiment. Elle est dans son élément. Genre, tu vois vraiment le bateau tourner, les palmiers, le soleil, le décapoté, genre, comme ça. C'est... Ouais, mais genre, dans ma tête, je me disais, à quel moment tu croises ça ici, tu vois. Mais en fait, déjà, croiser une Rolls dans la config, et vraiment, comme tu as dit, le contexte, là, le désert et les palmiers et tout, et en plus de ça, plaque Dubaï, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Je suis parti à Dubaï là, en quelques temps, je vois le désert et tout. J'ai vu la config, je me suis dit, waouh, quelle folie! Genre, je me rappelle ma réaction, même le gars du shuttle, il a tilté, tu vois, parce que j'avais lâché un bruit bizarre, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Non, mais ça, c'était l'un des spots Ouais, j'ai pas pris en photo, ouais, pareil, j'ai pas pris en photo parce que je m'y attendais pas du tout. Et puis au Maroc, quoi d'autre? La Catutut, mais ça j'avais fait une petite vidéo. C'était le jour où j'ai filmé la E63 avec Sofiane. Ouais. Et il y avait la Catutut, je pense que c'était une Spider. Et Catutut aussi pareil. Bon, Catutut bien sûr, bon, la Pista, oui c'est ma voiture de rêve, mais Catutut tout simplement, c'est déjà un truc c'est vraiment une caisse qui me rend fou. Donc ouais, quand j'avais vu la Catutut aussi, c'était un putain de souvenir quoi. C'est un truc de dingue. Ok, cool. Ben, on a tous appris à te connaître un peu plus pour ceux qui ne te connaissaient pas, en tout cas à travers ce podcast-là, et moi le premier. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu sur le Petrol Let's Talk. Ouais, ça fait plaisir, c'était très sympa, on n'a même pas vu le temps passer. Ouais, grave. Nous avoir parlé un peu de ton parcours, de la culture auto en Belgique, comment ça se passe là, ton ressenti sur ce qui s'est passé au Maroc. J'espère que ça vous aura plu, Petrol Let's. Moi j'ai adoré cette conversation. Merci, ouais, moi aussi c'était un plaisir de partager un petit peu. Encore une fois, tant qu'on partage entre passionnés, ça reste qu'un plaisir. C'est ça, toujours. N'oubliez pas d'aller check sa chaîne YouTube, sa page Instagram, je vous laisse tout là, vous aurez les liens dans la description pour aller voir ce qu'il propose, parce que c'est vraiment très cool comme contenu. Partout, hein, c'est très simple. C'est ça. Donc là-bas, c'est tout le contenu tuning, donc vous êtes les bienvenus les amis. C'est ça. Et encore une fois, merci beaucoup, laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains maximum de likes les amis, maximum de likes. C'est ça, les prochains vlogs et les prochains podcasts. Merci, ciao. Merci à tout le monde, ciao tout le monde.